La légende des 24 heures est faite d'un ensemble d'éléments accumulés au fil des décennies et la ligne droite des Inaudières en est un que la FISA exige de faire disparaître. En effet, Jean-Marie Balestre, le président de la FISA, décide par mesure de sécurité que tout circuit ayant une ou des lignes droites de plus de 2 km ne sera plus homologué par les instances internationales de l'automobile ou verra de fait sa radiation du championnat du monde. 2 chicanes sont donc construites et le nouveau circuit passe désormais à 13 km 600. 1990 est aussi la dernière année avant la démolition des stands construits en 1956 et la construction de 46 stands plus spacieux et plus modernes surmontés d'une tribune de 2900 places. La piste de décélération sera élargie, le paddock sera réaménagé et par la même occasion, un module sportif sur 5 niveaux sera construit pour l'édition 91. Parmi les têtes d'affiche, on peut bien compter sur Porsche avec 18 962C engagés, la marque la plus représentée de cette édition 1990. Porsche qui aimerait renouer avec la victoire dans la Sarthe après s'être incliné les 2 dernières éditions, en 1988 face à Jaguar et en 1989 face au Sauber Mercedes. Le team allemand Joest aligne 3 voitures. On commence avec mon équipage coup de cœur de cette édition sur la 962 numéro 6, avec pour moi le plus beau trio de cette édition, de plus 100% français. Henri Pescarolo, Jacques Lafitte et Jean-Louis Ricci. Henri qui participe à ses 25e 24 heures du Mans. Les 2 autres 962 du team Joest seront la numéro 7 et la numéro 9. Vous vous demandez peut-être pourquoi la numéro 8 n'est pas présente, eh bien elle a eu tout simplement un accident aux essais. Bob Volek qui devait courir sur la numéro 8 est donc placé sur la numéro 9, lui qui court toujours après un premier succès avec ses 20 participations derrière lui et espère cette fois-ci décrocher enfin le Mans à son palmarès. Il sera accompagné par 2 pilotes vainqueurs des 24 heures du Mans, à savoir John Winter en 1985 et Stanley Dickens en 1989, l'année précédente. Parmi ces 18 Porsche, on retrouve 2 962 version CK6 engagés par le Kremer Racing. Les autres teams engageant des 962 sont le Brun Motorsport, le team Davey, le team Obermayer Primagaz et le team Schupan. Richard Lloyd Racing engage 2 962 en version GTI et les 3 dernières équipes sont l'Alpha Racing Team, le Trust Racing et la dernière Porsche est celle du Gebhardt Racing avec le patron lui-même, Günther Gebhardt. Le vainqueur 1988 battu par Sauber en 89 revient avec 4 modèles de sa XJR12. Il s'agit d'une évolution de la XJR9, capot avant, aileron arrière, aérodynamisme, roue avant plus petite sont les principales modifications apportées. Le V12 donné pour 730 chevaux devrait aider messieurs Brundle, Ferté, Lammers, Wallace ou encore Nielsen, entre autres à jouer les premiers rôles et à décrocher peut-être une 7ème victoire aux 24 heures du Mans. Le constructeur japonais fait un effort exceptionnel pour parvenir à l'emporter en 1990. En effet, 5 autos officielles sont engagées. 4 R90CK évolution de la R89C conçue par Lola sont présentes. 2 engagées par la filiale européenne de Nismo et 2 par la filiale américaine Nissan Performance Technology. Globalement, ces autos sont profondément modifiées. Capot avant plus court, capot arrière plus long, abandon des carénages de roues arrière, châssis carbone rigidifié et première en Sarthe, l'utilisation de freins à disque en carbone. Un 5e châssis dénommé R90CP est engagé par la branche japonaise. Basé sur la R89C, sa carrosserie diffère des CK par rapport à un capot avant, à grande prise d'air et un capot arrière qui accueille les supports d'un aileron rabaissé. Le V8 est censé développer plus de 1000 chevaux aux essais. 2 anciennes R89C complètent l'armada Nissan, une pour le team Le Mans et l'autre pour le team Courage Compétition. On retrouve 3 autos chez le premier constructeur japonais. 3 90CV basés sur l'ancienne 89CV avec un empattement allongé, un avant plus court, un arrière plus long et un V8 3 litres 2 allégé. Tom s'engage 2 modèles et Sard s'occupe de la 3ème 90CV. Les pilotes sont en majorité des japonais bien évidemment, mais il figure aussi des pilotes européens. Sur le numéro 36, nous avons l'anglais Geoff Lees, pilote Toyota depuis la première participation en 1985. Sur la 37, nous avons Johnny Dumfries, vainqueur en 1988 avec Jaguar, et sur la 38, le français Pierre-Henri Raffanel, qui a déjà goûté au podium en 1987 en terminant 3ème au volant de sa Cougar. Il sera accompagné du jeune autrichien Roland Ratzenberger qui participe au Mans pour sa 2e fois. Le constructeur d'Hiroshima continue à croire aux vertus du moteur rotatif.
Il a construit un nouveau quadrirotor plus léger, économe et puissant de 700 chevaux et une nouvelle auto, la 787, au châssis carbone plus rigide que l'ancienne 767B. Le constructeur aligne donc 3 voitures pour cette édition 90, 2 787 et une ancienne 767B. A noter que sur la Mazda numéro 203, nous retrouverons Yujiro Terada pour sa 11e participation, pilote fidèle de la marque depuis ses débuts au Mans en 1974 avec la Sigma à moteur Mazda. Le constructeur sartois a racheté un châssis à Nissan du modèle de l'année précédente, la R89C, et espère peut-être viser un top 10. Cette Nissan sera emmenée par le français déjà expérimenté de 11 participations, Alain Cudini. Bien évidemment, Yves Courage est venu avec ses propres voitures, ses 2 nouvelles Cougar, les C24S. La numéro 13 dispose d'un bloc Porsche 3 litres refroidi par eau avec un trio 100% français, Pascal Fabre, Lionel Robert et Michel Trollet. La numéro 12 est elle refroidie par air et par eau. Par rapport au C22 de 1989, les nouvelles C24S voient leur arrière plus allongé, mais à queue courte, et leur capot avant est plus court. Une 3e Cougar est engagée en cette année 90, c'est l'ancienne C20B de Philippe Farjon qui est de retour pour la passe de 2 dans cette catégorie C2, toujours équipée d'un moteur Porsche 2,8 litres. 2 C1 dont une officielle seulement sont engagées et préfigurent la nouvelle catégorie Sport 3,5 litres atmosphérique. La voiture du Spice Engineering dispose de roues arrière carénées contrairement à celle du GP Motorsport. 6 C2 sont présentes dans l'espoir de reconquérir la couronne perdue en 1989. 2 anciennes SE87 à capot arrière court à moteur Cosworth 3,9 litres ou 3,5 litres, une SE88C, celle du team Mako, 2 SE89C, celle du team français le Graf Racing, l'autre pour le team anglais du PC Automotive. Et la dernière, la version 90, mais engagée non pas en C1 mais en C2, celle du team Chamberlain. Un seul exemplaire est engagé en C2 par la marque anglaise, un modèle GC289 à moteur Cosworth 3 litres par le GP Motorsport qui engage un trio de débutants au Mans. Retour au Mans du Musato Action Car avec la Lancia LC2 non qualifiée en 1989. Modifiée par son concepteur Paolo Dallara pour rester conforme aux évolutions réglementaires, elle est toujours dotée d'un V8 3 litres d'origine Ferrari et étonnamment elle est engagée en C1. C'est la seule voiture cette année à aligner seulement 2 pilotes. C'est Massimo Monti qui prendra le volant avec comme coéquipier Fabio Magnani, un duo d'Italiens sur une voiture également italienne. Chaque année ou presque, l'ACO se plaît à inviter quelques concurrents qualifiés d'exotiques, vu leur palmarès, leur origine ou le matériel annoncé. Cette édition n'a pas failli à la tradition avec la mystérieuse Eagle, une C1 Made in USA dont personne n'a entendu parler. Comme prévu, il s'agit bien d'un châssis de Corvette GTP, reste la mécanique, c'est là que les choses se compliquent. Le bloc est un V8 en aluminium, dessiné par un spécialiste californien du dragster. En fait, ce dernier a uniquement fait appel à l'ordinateur pour mener à bien son travail. Donné de base 4 soupapes par cylindre et la possibilité de fonctionner sur n'importe quelle cylindrée, comprise entre 9,6 litres et 11,5 litres. Pour les 24 heures, c'est la version 10,2 litres qui a été choisie. 900 à 1000 chevaux pour 5500 tours minute et des chiffres de bateau encore jamais vus au Mans. Autre engagement étonnant, celui de la Norma M6 de Norbert Santos. Sous une carrosserie carbone Kevlar se cache le révolutionnaire moteur MGN W12 à distribution rotative. Ce moteur, conçu par Guinègre, avait fait quelques tours dans une AGS F1, mais c'est son baptême en endurance. L'auto a été finie juste avant le pesage. Retour de l'ALD C289 Cosworth 3,3 litres de Louis Descartes, vue l'année précédente et qui participe au championnat du monde. Elle est engagée en C2 pour les 24 heures, sa catégorie d'origine. Une auto officielle de type JM19C est présente avec à son volant la championne de course de côte Anne Bavray. Mais malheureusement, elle ne sera pas qualifiée avec un temps beaucoup trop lent de 4 minutes 17 à seulement 189 de moyenne. L'ADA 02 de ADA Engineering à moteur Cosworth 3,3 litres revient après une deuxième place des C2 en 1988 et un abandon dû au moteur en 1989. Modifiée pour obtenir un meilleur effet de sol, la voiture concourt en 1990 dans le championnat britannique réservé au C2.
Afin de permettre aux concurrents de mieux appréhender le nouveau tracé et ses 2 chicanes, l'ACO avait décidé d'augmenter les séances du mercredi et du jeudi de 30 minutes chacune. Dès le mercredi, Nissan frappe fort en s'emparant des premières, secondes et quatrièmes places. Jeff Brabham sur la numéro 83 signe un 3:33.28, prometteur sachant que les 2 chicanes font perdre au bas mot 20 secondes. Au 3e rang, on trouve la Porsche 962 Joyst de Stuck qui concède plus de 2 secondes à la meilleure R90 CK. La plus rapide des Toyota est 7ème en 3:39.55. Elle est précédée par la première Jaguar, emmenée par David Jones en 3:40.24. Chez Mazda, la nouvelle 787 et ses carénages de roues arrière, bientôt abandonnés, s'octroient les 12e et 13e temps en 3:43. En C2, le team Mako et sa Spice sont en tête avec un temps de 4:02.56 pour Robbie Sterling. La séance du mercredi est marquée par la sortie de route de Jonathan Palmer et la Porsche Joyst numéro 8. Cette mésaventure intervient entre les 2 nouvelles chicanes, la 962 s'envole même après avoir heurté le rail. Le Britannique est indemne, contrairement à son auto. Il ne prendra pas part à la course, contrairement à Bob Volek. Les essais du jeudi continuent d'opposer Nissan et Porsche pour la pole position. Surprise, ce n'est pas Joyst qui challenge les japonais, mais Brun avec son modèle tout neuf, en mode sprint, et Oscar Larori, auteur d'un 3:33.06. La réponse de Nissan sera ébouriffante. Mark Blundell et la numéro 24 signent un époustouflant 3:27.02. Mis à part la numéro 84, les 3 autres Nissan usines se placent derrière la Porsche Brun précédant la Joyst numéro 7 et les 3 meilleurs Jaguars. La première Toyota est 10ème en 3:37.13 et les Mazda n'ont pas amélioré leur temps. La Cougar de pointe se place 25ème en 3:44.34 et en C2, Robbie Sterling fait parler la poudre en 3:50.69 avec sa Spice Mako, précédant les Spice Lombardi et Graf de presque 7 et 9 secondes. Accessoirement, il devance 4 C1, la Lancia, la Cougar et les 962 du team Lidave, et ne concède que 2 secondes 54 à la grosse Spice C1 d'usine. Malheureusement, 4 concurrents ne se qualifient pas. L'Argo dont le moteur fonctionne mal, la Spice C1 du GP Motorsport qui a rapidement cassé 2 moteurs en 2 jours, la Norma qui, fait exceptionnel, n'aura même pas bouclé un tour, le moteur MGN ayant été démonté le mercredi sans être réinstallé dans l'auto. Et l'Eagle dont le moteur surchauffe et qui aura bouclé quelques tours seulement avec Paul Canary à son volant. 240 000 spectateurs se sont déplacés dans la Sarthe en cette année 1990 et attendent le départ à 16h sous un soleil de plomb. Nissan, qui est en pole position, est donné favori pour remporter ces 24 heures du Mans. Le constructeur espère être la première marque japonaise à s'imposer à cette course de légende, tout comme Mazda et bien sûr Toyota. Les Anglais de chez Jaguar espèrent bien ramener le trophée à domicile 2 ans après leur dernier exploit, mais Porsche a toujours soif de victoire et n'a pas dit son dernier mot. Les 18 962 présentes sont coriaces et fiables et veulent une 13e victoire au Mans pour la firme de Stuttgart. Un peu moins rapide mais aussi intéressant, les petits constructeurs comme Cougar, Spice, Tiga, Ada, ALD et Lancia animeront le reste de la catégorie C1 et totalement la C2. Voilà pour l'affiche de cette édition 1990, maintenant place au départ. Le premier acte n'a même pas commencé que survenait déjà le premier coup de théâtre. Tout le peloton achevait son tour de lancement derrière le Pescar, mais déjà une voiture manquait à l'appel. Et pas n'importe laquelle, la Nissan numéro 25, celle de Hutchison, Donnelly et Grouillard, qui échouait sur le bas-côté en vue des stands transmission cassée. 48 voitures s'élançaient pour 24 heures sous la conduite de Bailey qui offrait au Japon son premier tour en tête dans l'épreuve mancelle. Bailey s'échappait en compagnie de la Porsche Brun de Larori, laquelle s'imposait au commandement après 4 tours. Plus loin, l'armada Jaguar organisait son convoi derrière la Nissan numéro 23, pilotée par Asemi, lequel allait entrer de plein pied dans les annales au 10e tour de la course en devenant, par le truchement des arrêts et ravitaillements, le premier concurrent japonais en tête des 24 heures. Après 1 heure de course, tous les favoris étaient pointés dans le même tour. Même si les Porsche Joyst semblaient éprouver bien des difficultés à suivre un rythme certes élevé mais pas pour autant démentiel,
Les leaders bouclaient leur tour en 3 minutes 42 ou 3 minutes 43, une dizaine de secondes moins vite par rapport aux qualifications. En outre, la nouvelle configuration du terrain faisait que 15 tours avaient été bouclés en 1 heure contre 17 l'an passé, du temps des Hunaudières. Entamé sous le signe de l'inédit avec une prise de pouvoir de Nissan, ces 24h90 se poursuivaient avec un allant extraordinaire. Le début de soirée voyait une empoignade fantastique entre Nissan et Jaguar, avec un arbitrage de Porsche, mais sans doute pas de la part des 962C que l'on attendait. On voyait dans les Porsche Joist les porte-drapeaux de la firme allemande, et bien contre toute attente, la 962 Brun du trio Larori, Parera et Brun menait son grain de sel dans cette confrontation anglo-nippone. Une bagarre à coups de secondes, comme si les concurrents avaient oublié qu'ils étaient partis dans une épreuve de longue haleine. Début de course sans histoire donc pour Jaguar comme pour Nissan, même si le constructeur japonais avait déjà perdu 2 de ses unités, car outre la numéro 25 out au départ, la 84 accusait elle un retard déjà quasiment insurmontable en raison de problèmes de pompe à eau et de batterie. Chez Kremer, les deux 962 avaient également été retardés, fixation de portière pour Gonin et électricité pour Takahashi. Pour Toyota, début délicat aussi. Dans l'anonymat du peloton, Rafanel perdant déjà beaucoup de terrain en raison de problèmes de freinage et d'une légère touchette avec la Nissan de Regu. La chaleur, ajoutée aux nouvelles difficultés du circuit, rendait la course particulièrement éprouvante pour les pilotes. La plupart sortaient de leur cockpit rouge, comme des écrevisses, soulignant combien intense avait été l'effort qu'ils venaient de fournir. « Il fait un bon 60 degrés dans nos voitures », avouait Michel Ferté, exténué après un relais. « C'est épuisant. » Même son de cloche de la part de Rafanel qui ajoutait « Avec les chicanes installées dans les Hunaudières, on ne peut plus souffler comme c'était le cas auparavant. Maintenant, à peine on est sorti du tertre rouge qu'il faut déjà penser au freinage de la première chicane. Puis sorti de celle-ci, monter les vitesses et préparer le freinage suivant. » Autre voiture notoire touchée pendant ces premières heures, la Mazda GTP du trio Gachot, Herbert et Wedler, retardée par un pare-brise endommagé, des ennuis de batterie et le remplacement de l'aileron. Aux avant-postes, rien de neuf. Alors que la course entamait une soirée estivale, le ciel étant exempt de nuages, les prévisions météo étaient des plus optimistes pour la nuit. Cependant, la foudre allait s'abattre sur la mieux placée des Toyota, la numéro 37, conduite alors par Aguri Suzuki, qui ne voyait pas sans doute arriver la Nissan numéro 24 à l'entrée de la courbe Dunlop, accrochait cette dernière avant d'aller s'écraser violemment dans le rail. Suzuki, choqué, était conduit à l'hôpital tandis que Brancatelli ramenait sa Nissan, à l'avant pas trop endommagé au stand, perdant toutefois 2 tours et le contact avec les leaders. Un peu plus tard, nouveau coup de théâtre pour Nissan, la numéro 23 perdant elle aussi du terrain suite à un problème de freinage. Mais aux avant-postes, quelle bataille! La Porsche du team Brun, toujours fringante, tenait la dragée haute au Jaguar et à la dernière des meilleures Nissan, la 83 de l'équipage américain, vedette de l'IMSA. Ce sont d'ailleurs eux qui s'installaient résolument au commandement dans le courant de la 8e heure de la course. Mais les Jaguars, qui depuis le départ tournaient sans le moindre problème, figurant en tête à un moment ou un autre en fonction des ravitaillements, recevaient aussi leur premier avertissement aux environs de 23h avec un petit problème de surchauffe survenu sur la numéro 1 de Brundle, Ferté et Leslie. Ajoutons à cela un remplacement de pare-brise et la numéro 1 accusait un retard de 4 tours. Alors que la course s'enfonçait dans la nuit, la situation se décantait à peine. En GTP, les Mazda, en qui on sentait une fiabilité à toute épreuve, cumulaient les ennuis, si bien que la Porsche Momo prenait le pouvoir. À minuit, alors que l'on s'attendait à ce que les mécaniques surmenés par les efforts supplémentaires réclamés par les 2 chicanes fatiguent et provoquent de spectaculaires ravages dans le peloton, il n'en était rien. Au contraire, il y avait bien longtemps que l'on n'avait pas vu si peu d'abandon à ce stade de la course. Et pourtant, ça continuait de voler bas en tête. Vers minuit 30, un incendie se déclarait sur la Lancia Ferrari de Magnaldi et Monti. Le Pesca entrait en action, et la course était neutralisée pendant un quart d'heure. Le temps de reprendre son souffle, et Nissan perdait une unité, la numéro 24 trahie par sa transmission. Alors que la Jaguar numéro 4, accablée par de nombreux ennuis, plongeait au classement. La situation se clarifiait sans doute, mais 4 voitures n'en continuaient pas moins de se livrer une bataille féroce. Les 2 Jaguars valides, la numéro 3 et la numéro 2, la Nissan des Américains et la surprenante Porsche du team Brun.
Ces 4 leaders donnaient une superbe représentation, l'écart n'excédant jamais un tour, et derrière, prête à profiter de la moindre défaillance, l'autre Nissan, celle des Japonais, la numéro 23, évolue à moins de 3 tours. Du côté Porsche Joist, ce n'était certes pas la joie, mais l'écart qui n'avait cessé de grandir avec les hommes de tête depuis le départ se stabilisait peu à peu autour de 5 tours. Aux avant-postes, on allait assister peu à peu à une course par élimination. La Jaguar numéro 2 se voyait retardée par un changement de pare-brise, alors que la numéro 1 finissait par renoncer pour de bon, à l'heure des croissants, sur un problème de pompe à eau. Cela avait pour effet de transférer Brundle sur la Jaguar numéro 3, la mieux placée, mais toujours serrée de près de la Porsche brun de Larori et la Nissan numéro 83 plus menaçante que jamais. Cette course pleine d'intensité allait connaître un réveil douloureux. Pour Jaguar, on l'a vu, mais encore plus pour Nissan, la numéro 23, celle des Japonais, perdait à cause d'un problème de capot, mais plus grave encore, la numéro 83, celle des Américains, s'immobilisait à son stand à 8h45. Elle ne repartira jamais des stands en dépit des efforts des mécaniciens qui tenteront en vain de réparer une canalisation d'essence défectueuse située à la sortie du réservoir de carburant. La lutte tripartite Jaguar-Nissan-Porsche, qui n'avait jamais baissé d'intensité depuis le départ, se muait en un face-à-face européen. La nuit avait laissé des traces et l'écart entre la Jaguar de tête et la Porsche des Challenger avait grimpé à 2 tours. Fait notoire, la Porsche Joyce de Stuck, Bell et Jelinski avait efficacement roulé pendant la nuit. Bien que son écart soit toujours de 5 ou 6 tours sur la Jaguar de tête, cette 962 numéro 7 avait profité des avaries des uns et des abandons des autres pour venir discrètement se glisser non loin du podium. De même, la Cougar Porsche des Français Fabre, Trollet et Robert avait elle accompli un parcours méthodique pour s'immiscer parmi les 10 premiers classés. Jacques Lafitte, sur une des Porsche de l'équipe Joyce, avait réalisé des prouesses au petit matin pour dépanner avec les moyens du bord sa 962, terrassée par un problème de commande d'embrayage. Après une demi-heure d'effort, Lafitte ramenait sa voiture au stand. Les Nissan, hors du coup pour la victoire, restaient 2 face à face. Jaguar Porsche, l'un pour la victoire, l'autre pour la 3e place. Ce dernier quart de course allait être au niveau de l'intensité dramatique de ce que ces 58e 24 heures du Mans avaient généré depuis le départ. En fin de matinée, la Jaguar numéro 3 observait un important arrêt au stand pour procéder au remplacement d'un étrier de frein. Quand elle revenait en piste, la Porsche brun était pointée dans le même tour. Commençait alors une longue course-poursuite que la Jaguar de tête parvenait à maîtriser. Peu après, la Jaguar numéro 4, qui paraissait avoir retrouvé de la vigueur après ses avatars de la nuit, abandonnait sans crier gare. À 3 heures de l'arrivée, la Porsche Joyce numéro 7, qui livrait bataille à la Jaguar numéro 2 pour la 3e place, perdait tout espoir, lors d'un arrêt prolongé à son stand pour réparer un échappement. Les jeux étaient faits, du moins le croyait-on, car il était écrit que quelque part que cette course, qui avait vu à sa tête la bagatelle de 8 voitures différentes, réservait un dernier coup de théâtre. À un quart d'heure de la fin, la Porsche brun, si brillante depuis le départ, voyait ses espoirs de podium s'envoler dans un gros nuage de fumée. Ce mini-drame, vraiment injuste pour Walter Brun et ses hommes, avait pour effet direct d'assurer à Jaguar un doublé inattendu. Et par la même occasion de propulser sur le podium la Porsche Alpha japonaise du trio Needle, Sears et Reid, auteur d'une course empreinte d'une grande régularité. 2 Jaguars, 2 Porsche et 2 japonaises qui sont les Nissan et les Toyota, tel était le résultat brut de ces 24h90, mais il ne fallait pas omettre la 7e place d'une voiture française, la Cougar. Un inventaire qui laisse bien augurer de ce qu'est, a été et sera la catégorie sport prototype, souhaitons simplement que la fête sera aussi belle, aussi prestigieuse en 1991. D'ici là, beaucoup de choses se passeront, dans la coulisse sans doute, mais aussi quelque part dans un atelier de Vélizy où un autre félin attend son heure. On est toujours content d'avoir gagné, surtout au Mans. On se demande bien pourquoi, peut-être parce qu'il est plus difficile de faire mieux par la suite. Tous 3 étaient heureux de l'avoir remporté, d'autant que c'était la première fois. Brundle parce que cette victoire fut acquise en compagnie de son ami Nielsen, avec qui il a déjà triomphé à Daytona, et failli même récidiver cette année. Cobb parce qu'il pilote surtout aux États-Unis et que par cette température caniculaire, il a quelques problèmes pour piloter dû à des séquelles d'un spectaculaire accident, ce dont ses 2 équipiers surent ne pas lui tenir rigueur.
Nielsen enfin estima cette victoire plus probante que celle qu'il aurait pu éventuellement et antérieurement conquérir, compte tenu des difficultés accrues par la présence des 2 chicanes. Il en profita pour avouer que depuis 11h du matin, leur Jaguar avait perdu l'usage du 4e rapport. Mais chez Porsche, s'en était-on seulement rendu compte? Quoi qu'il en soit, ces 3 pilotes formaient un équipage très homogène.